On connaît désormais la liste des personnalités qui ont déposé leur dossier devant la Commission électorale nationale indépendante afin de briguer la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel du 15 avril prochain. Ils sont 5, leurs noms et images dans ce journal. Nouveau round de négociations ce lundi entre le gouvernement et les centrales syndicales. L'objectif de cette nouvelle rencontre est de désamorcer le mot d'ordre de grève lancé par la STT cette semaine. Enfin, Ingrid Awadé était parmi les commerçantes et commerçants du grand marché d'Adaouatou ce lundi. La directrice générale de la DOSI entame ainsi une vaste tournée nationale destinée à présenter sa structure à ses acteurs et à les sensibiliser sur la nécessité pour eux d'inscrire leurs activités dans un cadre formel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Togo veut s'inspirer de l'exemple ghanéen pour implanter à Lomé un complexe commercial similaire à celui dont le président de la République est allé assister à l'inauguration fin 2014 à Accra. Monsieur Kofi Sekiré, président du West Hills Mall ghanéen, est allé à Lomé à l'invitation du chef de l'État pour prospecter le terrain dans cette perspective. Il a d'ailleurs été reçu en audience ce matin au palais présidentiel. Deux autres personnalités ont également été reçues par Fonia Simbe. Il s'agit du docteur Marc Atouga Lapodini, commissaire de la CEDEAO, chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau, en mission à Lomé dans le cadre d'une réunion régionale sur la sécurité alimentaire, et M. François-Xavier Dodoléa, président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Toutes les trois personnalités se sont exprimées à leur sortie d'audience au micro de Ramdan Bassina. We recently opened a mall in Ghana and we were honored to have Nous avons eu l'opportunité d'avoir le président Faure Gnassingbé à l'ouverture de notre dernier mall à Accra. Et nous avons discuté, il nous a invités à venir Lomé voir la possibilité de mettre en place aussi une telle infrastructure. Et nous sommes venus. Lomé, c'est une belle ville, le Togo est un beau pays. Et nous pensons que cette expérience peut être dupliquée ici à Lomé, pour permettre à l'emploi et aussi à l'activité commerciale de s'accroître. J'avais deux dossiers que je voulais partager avec le chef de l'État et nous avons passé en revue ces deux dossiers et il m'a instruit de lui préparer des notes pour cela. Voilà, c'était ça l'essentiel, c'est la réserve régionale pour la sécurité alimentaire et bien sûr le dossier de l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation qui a été attribuée à notre pays et dont le siège sera ici. Donc j'étais venu discuter avec le chef d'État sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ces deux dossiers et il m'a donné ses instructions. L'objet de ma visite, c'est la réunion du réseau de prévention des crises alimentaires avec essentiellement 3 points à son ordre du jour. Tout d'abord, faire le point de la situation alimentaire et du fonctionnement des marchés agricoles dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Deuxièmement, examiner quelles sont les conséquences de la crise d'Ebola en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes économiques plus généraux, du point de vue de la résilience de la population par rapport à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Et enfin, le troisième point, c'est de faire un état de la question de la mise en place d'un réseau de sécurité alimentaire, d'un réseau de gestion de stock, en fait d'un réseau d'aires de stockage pour améliorer la sécurité alimentaire de la région. Donc ce seraient des stocks répartis dans plusieurs pays de la région qui pourraient intervenir en cas de crise sans devoir attendre l'arrivée d'une aide extérieure qui alors ne viendrait plus qu'en second rang. Du palais présidentiel, le président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, François-Xavier Dodoléa, s'est rendu au palais des congrès pour un entretien avec le maître des lieux, le président de l'Assemblée nationale. Les questions de sécurité alimentaire ont été au cœur des échanges entre Dama Dramani et son hôte. Les images des deux personnalités entourées de leurs collaborateurs que vous voyez sur ces images. Les candidats à l'élection présidentielle du 15 avril prochain avaient jusqu'au dimanche 1er mars, c'est-à-dire hier à minuit, pour déposer leur dossier devant la Commission électorale nationale indépendante. À l'heure indiquée, seuls 5 candidats sur les 8 qui s'étaient annoncés ont effectué la démarche. Fonia Singbe de l'UNIR, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Taoro Tchassona du MCD, Djerita Amadunet et Aimé Tchaboué Bogué de l'ADI. Robert Potogbe a assisté à la publication par la CENI de la liste de ces personnalités quelques minutes après l'expiration
du délai en attendant que le dossier soit transmis au ministère de l'administration territoriale pour une enquête de routine avant l'étape de la Cour constitutionnelle. Son reportage nous est présenté par Carmen Madié à Cabo. Dimanche 1er mars à la CENI. L'institution vient de clôturer le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 15 avril prochain. Au total, 5 candidatures ont été enregistrées. Il s'agit de celles de Jean-Pierre Fabre, du CAP 2015, de Foreso Zimnanya Singbe, du parti UNIR, de Tchaboré Gogué, du parti Adji, de Tama Komandega, du parti Le Net, et de Mohamed Tchassona Traoré, du MCD. Conformément à l'article 154 du Code électoral, la CENI a procédé à l'examen préliminaire de l'ensemble des dossiers de candidature et a déterminé les vérifications administratives nécessaires. Les dossiers seront envoyés au ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales ce lundi 2 mars 2015 pour les vérifications administratives. Les dossiers seront ensuite renvoyés à la CENI. La CENI transmettra les dossiers de candidature ainsi que les résultats des vérifications à la Cour constitutionnelle qui, après leur examen, publie la liste des candidats retenus au plus tard 25 jours avant le scrutin. Tout a commencé le 24 février dernier, après un décret pris en Conseil des ministres signalant l'ouverture du dépôt de candidature. Aussitôt, la CENI installe une cellule d'enregistrement des dossiers. Ici, l'équipe examine les pièces exigées. Lorsqu'un candidat arrive, enfin le mandataire du candidat arrive, il est prévu dans les documents préparés à l'avance une fiche de contrôle des dossiers. Et la fiche avait été remise auparavant au mandataire pour que les différentes pièces du dossier soient classées dans un ordre bien déterminé pour faciliter la vérification. Donc, quand la vérification est terminée et que les 11 pièces requises figurent au dossier, le récépissé est donné au candidat et au mandataire pour qu'il aille le présenter à son mandant, et nous, on garde le dossier qui va être transmis, comme nous avons indiqué tout à l'heure, au ministre de l'Administration territoriale. C'est une cellule de 2 équipes qui s'alternent de 7h à 13h pour la première et de 13h à 18h30 pour la seconde. Après la CENI, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à publier la liste définitive des candidats retenus. La campagne électorale, elle autre, s'ouvre 15 jours avant le vote. Le sujet a été évoqué ce matin lors d'audiences que le président de la République a accordées à des personnalités. Les experts, il s'agit de 16 experts des pays de la CEDEAO, membres du réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, auxquels se sont joints ceux du Tchad et de la Mauritanie qui tiennent une réunion restreinte à Lomé pour étudier les mécanismes de renforcement de la sécurité alimentaire dans la sous-région. La rencontre qui intervient dans un environnement marqué par les rébellions islamistes au nord Mali et au nord nigérien et les ravages de l'épidémie à virus Ebola va permettre aux participants de procéder à une analyse approfondie des marchés des produits alimentaires de l'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Aimé Abalo. Dans l'ensemble des pays de la CEDEAO et du Sahel, la campagne agricole 2014-2015 affiche des résultats assez satisfaisants avec un accroissement de la production céréalière de l'ordre de 6%. Au même moment, 3 à 4 millions de personnes sont exposées à une insécurité alimentaire chronique dans le même espace. Ce contraste se justifie par des causes structurelles et conjoncturelles. Pour la cause structurelle, c'est dû au fait que certaines couches sociales ont des difficultés à avoir accès au marché, soit parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers pour acheter, soit parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour faciliter les échanges. Et donc quand on prend la cause conjoncturelle, vous savez que nous vivons une situation de perturbation pluviométrique avec le réchauffement climatique. Donc il arrive des moments où il y a des inondations, de la sécheresse,
ou parfois même c'est des incendies. À ces facteurs qui minent l'évolution et la stabilité de la production agricole dans la sous-région s'ajoutent les désastres causés par la maladie à virus Ebola et les attaques djihadistes. Ce qui motive à Lomé cette réunion restreinte du réseau de prévention des crises alimentaires. Nous sommes des facilitateurs de ce genre de réunion. Nous soutenons le réseau de prévention des crises alimentaires depuis sa fondation. Nous jouons un rôle très important sur le plan organisation, mais aussi nous alimentons le réseau en études, en réflexion. Et donc nous espérons bien que ce réseau va pouvoir apporter des réponses concrètes sur les conséquences d'Ebola notamment, mais aussi sur la situation alimentaire générale de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, et notamment dans les régions qui sont encore affectées par des groupes armés. Ce qui a impacté le plus les populations, c'est la stigmatisation qui est apparue avec cette maladie. Stigmatisation de toute une population. Les marchés régionaux ou sous-régionaux ont été fermés, mais même les marchés hebdomadaires. Justement, les attentes sont grandes par rapport à l'épineuse question de l'accès au marché. Il faut que le budget de la CEDEAO soit partagé en deux. C'est vrai que tout le monde sait que s'il y a la guerre, il faut se battre pour amener la paix. Mais en faisant la guerre pour la paix, on fait aussi l'alimentation. Mais actuellement, depuis 4 ans, ils ne mettent pas d'argent. Deuxièmement, nous voulons que dans les APE, on arrête d'abord. On ne peut pas actuellement rentrer dans une négociation parce que la politique agricole de l'Europe a 50 ans. Nous, on vient de commencer, on n'est pas appuyé. Et troisièmement, nous voulons qu'il y ait une cohérence entre les programmes publics, nationaux et le régional. Également à l'ordre du jour, la mise en œuvre d'une réserve régionale de sécurité alimentaire conformément à la charte additionnelle adoptée par les chefs d'État. À cet effet, la CEDEAO vient de conclure avec l'Union européenne une convention de 56 millions d'euros relativement au 10e FED qui prend aussi en compte le Tchad et la Mauritanie. Nous allons faire le point aux participants qui sont parties prenantes de la définition de la stratégie et de leur donner les informations de mise à jour et recueillir aussi d'eux éventuellement des conseils, des recommandations pour aller dans les prochaines phases qui consistent à mettre en place l'unité de gestion de la réserve et tous les mécanismes de pilotage, les mécanismes de déclenchement et les mécanismes d'approbation. En outre, cette session de Lomé sera consacrée à l'accélération du mécanisme AGIR, Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Des progrès qui ont été accomplis et au cours de cette réunion, ces progrès vont être présentés. Notamment le Togo est l'un des pays les plus avancés. Le Togo va partager son expérience avec les autres pays. Et il y a aussi d'autres pays qui n'ont pas encore pu démarrer, qui sont là. Ils prendront exemple sur ceux qui sont les plus avancés parce que notre objectif est de faire en sorte que d'ici le mois de juin 2015, la plupart des pays qui sont impliqués dans l'Alliance globale AGIR soient à peu près au même niveau. Les participants ont expressément demandé au président de la République du Togo, coordonnateur régional de la riposte contre Ebola, de mener un plaidoyer auprès de ses homologues des autres pays pour trouver des solutions durables aux problèmes récurrents d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, d'autant plus que Lomé abrite en plus de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, la BOAD et la BIDC. Message bien reçu par le ministre d'État chargé des affaires présidentielles qui, au nom du chef de l'État togolais, rassure. Dans le contexte actuel, la sécurité alimentaire dans notre pays comporte des enjeux majeurs et nous impose de rester mobilisés. Je voudrais à cet égard rappeler des lignes directrices contenues dans la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires approuvée en février 2012 par le 40e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. L'évaluation que vous en ferez au cours de cette rencontre permettra d'améliorer la synergie et la communication entre les différents acteurs et de tenir compte des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Le processus de formulation des priorités résilience pays est également en cours et son suivi sera au cœur de vos travaux. Nous attendons donc que sortent de ces travaux
les documents de qualité autour desquels nous articulerons des réponses durables aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays. Les experts ont souhaité que ces réponses soient accompagnées de mobilisation de ressources afin d'assurer leur mise en œuvre effective. Ils ont aussi recommandé que les décisions issues de ces assises de Lomé soient vulgarisées à toute la chaîne d'acteurs et de partenaires, y compris les paysans, sous l'égide des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'autre organe régional a donné rendez-vous à des experts à Lomé pour tenir une session et le comité consultatif de l'unité régionale de développement des projets en partenariat public-privé URD-PPP de l'UEMOA. Les responsables des unités pays de partenariat public-privé qui se réunissent au siège de la BOAD depuis ce matin donc procèdent à des échanges visant à jeter les bases de nouvelles options stratégiques de financement supplémentaire au sein de l'Union. Précision, Denis Baga Tchazenam. Pour la construction d'une route ou la réhabilitation des infrastructures socio-économiques, les États ont besoin d'énormes ressources financières, humaines et techniques. Mais leurs moyens étant limités, ils misent désormais sur le partenariat public-privé. Les États ont certes des capacités, même des financements, mais qui s'avèrent être limités au regard de l'ampleur des besoins que nous avons en matière d'infrastructure. Le secteur privé aussi a des capacités, un savoir-faire que l'État n'a pas toujours, et des financements importants. Donc l'idée un peu c'est de regrouper, de faire la synergie, de regrouper les efforts pour arriver à faire des grands investissements par ailleurs qu'on n'arriverait pas à faire. Le partenariat public-privé a fait ses preuves sous d'autres cieux, notamment en France et dans les pays anglo-saxons. Les possibilités offertes en termes de conception, de financement, de construction, d'entretien et de gestion des infrastructures publiques ont amené les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA à faire du partenariat public-privé une nouvelle forme de gouvernance au sein de l'Union. La présente rencontre vise donc à mettre en place une réglementation sous-régionale pour une meilleure prise en compte des intérêts des États membres. Les instruments qui sont en train d'être développés au sein de la Banque ouest-africaine de développement visent essentiellement au renforcement de capacités des États, à l'appui que nous pouvons apporter aux unités PPP déjà créées dans les pays, à l'appui que nous pouvons apporter aux États pour la création d'unités PPP là où il n'y en a pas, parce que ce sont ces unités-là qui permettent la meilleure prise en compte des intérêts des États face aux partenaires privés, qui généralement sont mieux outillés et sont à même donc de très souvent imposer leurs conditions aux États. Les travaux vont permettre aux membres du comité consultatif de l'unité de développement des projets en partenariat public-privé de déterminer le cadre réglementaire, juridique et institutionnel adéquat à la mise en œuvre du partenariat public-privé dans l'espace UEMOA. L'unité de développement des projets en partenariat public-privé est créée en janvier 2014 au sein de la BOAD suivant les instructions de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA tenue le 6 juin 2012 à Lomé. La directrice générale de la délégation à l'organisation du secteur informel, Mme Ingrid Awadé, a démarré aujourd'hui une vaste campagne d'information et de sensibilisation des commerçantes et commerçants des marchés du Togo. L'opération, qui a commencé avec les acteurs du grand marché d'Adaoulatou à Lomé, est destinée à leur expliquer l'importance pour eux de s'organiser pour quitter le secteur informel pour celui plus avantageux des activités officielles. La directrice de la DOSI a reçu dans sa démarche le soutien de la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Edem Soussoukou. Cette rencontre de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel avec les commerçants du grand marché d'Adaouatou et d'Agbadaronou, marque le début d'une série de sensibilisations devant amener ces derniers à formaliser leur activité. Cet échantillon de commerçants doit à son tour vulgariser autour de lui le message de la DOSI qui pense que les commerçants ont beaucoup à gagner s'ils migrent de l'informel vers le formel. Tout d'abord, c'est connaître les produits que la DOSI propose, savoir pourquoi la DOSI est là, la DOSI est à leur service, et connaître aussi les institutions qui interviennent dans leur bien-être. Quand nous parlons d'organiser l'informel, les gens pensent que c'est seulement sur le côté fiscal.
c'est vrai que le côté fiscal a son importance, mais sortir de l'informel, c'est d'abord s'organiser soi-même. Savoir comment on fait un compte de résultats, comment on calcule un bilan, savoir que si on est malade, on peut bénéficier d'une assurance maladie, savoir qu'aujourd'hui nous sommes bien portants et jeunes pour travailler pour notre retraite, savoir que nous avons la possibilité de formation et de reconversion en d'autres métiers. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une femme vend les tomates qu'elle va vendre les tomates toute sa vie. Avec le travail qu'elle fait, elle peut quitter les tomates, tomber sur les assiettes, après quitter les assiettes, tomber sur les pagnes. Donc, voir ensemble comment progresser, voir ensemble comment organiser notre activité au quotidien. Le calendrier de la sensibilisation des commerçants de la ville de Lomé s'étend sur 9 jours et au total, 10 marchés seront visités pour le même message. La ministre en charge du commerce se porte d'ores et déjà garante pour jouer le rôle de porte-flambeau des causes des commerçantes et commerçants auprès du gouvernement. Elle a ajouté que le plan architectural du marché qui sera construit est prêt et le dossier d'appel d'offres est en cours pour recruter l'entreprise qui se chargera de sa réalisation. Je voudrais vous rappeler que le gouvernement ne ménage aucun effort pour procéder à des réformes pour le bien-être de tous les commerçantes et commerçants. Quand on dit qu'on sort du secteur informel, il y en a qui pensent que c'est payer plus d'impôts. Non, je voudrais vous rassurer. Sortir du secteur informel, c'est de savoir comment mieux gérer son affaire. Voilà pourquoi il faut sortir du secteur informel. Même quand on est même dans le secteur informel, il faut que ça soit vraiment entre guillemets un secteur informel. Ça veut dire que bien que vous soyez dans le secteur informel, vous savez comment faire la différence entre votre chiffre d'affaires et votre bénéfice. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'est dit prêt à accompagner les commerçants pour leur donner les outils nécessaires afin de quitter l'informel pour le formel. Faire le commerce c'est bien, mais il faut aussi penser à sa santé. C'est pourquoi les premiers responsables de l'INAM et du CAMEG sont présents pour rassurer ces hommes et femmes que des efforts sont faits pour aller vers une assurance maladie universelle. Ils leur ont aussi précisé que le gouvernement, depuis bientôt 2 ans, est en train de doter les marchés des unités de santé qui seront approvisionnés en médicaments. Autre bonne nouvelle annoncée aux femmes, le lancement bientôt de 2 produits du FNFI pour améliorer davantage les conditions de vie des populations. Il s'agit de AgriCef, accès des agriculteurs aux services financiers, et de AGICEF, accès des jeunes aux services financiers. Bref, c'était des discussions à bâton rompu pour savoir et connaître les problèmes des uns et des autres afin de les traiter au cas par cas. La communauté internationale se mobilise contre la discrimination et la stigmatisation à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida. Depuis 2 ans, elle a institué une journée mondiale de lutte contre ce phénomène, journée que les États sont appelés à célébrer le 1er mars de chaque année. Au lendemain de ce 1er mars, donc, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles a animé une conférence de presse pour en informer les journalistes et leur présenter les stratégies mises en œuvre au Togo pour mener ce combat. Compte rendu Victorine Aïssa, Christine Petieki à Loudé. La discrimination affecte la vie de millions de personnes dans le monde. Certains pays continuent d'imposer, par exemple aux personnes vivant avec le VIH-Sida, des restrictions liées à l'entrée, au séjour et à la résidence sur leur territoire. L'accès à l'emploi est refusé à certaines personnes à cause de leur statut. Au Togo, la discrimination et la stigmatisation existent selon l'Observatoire de lutte contre ces 2 phénomènes. Plusieurs actions sont engagées pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation. La loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida est votée en 2005 à cet effet et améliorée en 2010 pour prendre en compte d'autres aspects des droits humains. 2 personnes sur 5 font l'objet de stigmatisation, mais cette stigmatisation est essentiellement liée à l'entourage, à la communauté, notamment la stigmatisation dans la famille, dans les communautés, dans le milieu de travail. Il y a la loi
Il y a des actions de prévention, de sensibilisation qui sont faites. Il y a un observatoire national mis en place par la société civile, piloté par Augustin Rasplus Togo, pour documenter, sensibiliser. Il y a aussi le ministère de la Justice qui a formé les magistrats, les procureurs, pour prendre en compte les plaintes des gens qui sont discriminés. La discrimination réduit la capacité des personnes à participer pleinement au développement socio-économique. Le thème de la journée contre la discrimination édition 2015 invite à s'ouvrir et à tendre la main, notamment aux personnes séropositives. La vision du CNLS est de tendre vers zéro discrimination d'ici à 2020. Le dimanche 8 mars prochain, ce sont les femmes qui seront à l'honneur à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Que comme toujours, l'opportunité sera offerte à tous les pays pour faire le bilan des efforts déployés pour favoriser l'épanouissement de cette couche sociale. Cette année, les discours seront axés sur l'autonomisation de la femme. En prélude à cette célébration, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a adressé un message à la population. Le résumé des propos de Mme Dédé Kouyaouifa avec Victorine Aïssa et Christine Petcheki Aloudé. Journée dédiée aux femmes du monde. Pour l'édition 2015, les attentions se focalisent au niveau international sur le thème « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée ». Au niveau national, le gouvernement veut éveiller les consciences sur l'autonomisation des femmes pour la prospérité du Togo. Le gouvernement a retenu comme thème autonomisation des femmes pour la prospérité du Togo. Ce thème national retenu par le Togo s'aligne avec la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors du sommet de Malabo en juin 2014 de déclarer l'année 2015 année de l'autonomisation de la femme. Le thème national s'inscrit aussi parfaitement dans la vision de notre politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre qui est de faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer au développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Dans la droite ligne de cette vision, plusieurs actions phares ont été engagées par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers et ceux de la société civile et du secteur privé. La journée de la femme, c'est aussi une opportunité offerte à toute la population de faire le bilan des avancées et des défis. Grâce à ces actions phares, des gains importants ont été réalisés dans plusieurs domaines d'autonomisation de la femme et nous pouvons citer comme exemple l'amélioration de la scolarisation des filles, la réduction du taux de pauvreté en général et particulièrement pour les ménages dirigés par les femmes, la réduction du taux de sous-emploi des femmes, des avancées en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, une représentation accrue des femmes dans les instances de décision. L'illustration la plus récente de cette détermination du gouvernement est la mise en place du Fonds national de finances inclusives, qui a permis d'atteindre 297 900 femmes sur 331 000 personnes au-delà des prévisions faites pour l'année 2014, ce qui n'est que le résultat du premier produit du Fonds national de finances inclusives. Le gouvernement saisit cette opportunité solennelle pour rendre un vibrant hommage à tous les acteurs nationaux et à tous nos partenaires techniques et financiers internationaux qui soutiennent la promotion de la femme dans notre pays. Bien que le Togo ait réalisé des progrès en matière d'autonomisation de la femme, il est loin, selon la ministre en charge de la promotion de la femme, d'avoir tiré toutes les potentialités dont disposent ces femmes, à l'instar des autres pays du monde.
la journée de la femme édition 2015, c'est aussi le moment de sensibiliser la population sur l'importance de soutenir l'autonomisation de la femme dans tous les domaines. Je le disais en titre, nouveau face-à-face ce lundi entre le gouvernement et les centrales syndicales à Lomé. Les dirigeants de la synergie des travailleurs du Togo qui ont lancé un nouveau mot d'ordre de grève pour cette semaine ont été conviés avec les autres centrales à un nouveau round de négociations destiné à passer en revue les points d'accord et des désaccords auxquels les deux parties sont parvenus lors de la dernière réunion. Comme on le voit, le gouvernement poursuit inlassablement ses efforts pour trouver une issue définitive à cette crise sociale qui perturbe les activités dans l'administration publique depuis plusieurs semaines déjà. À rappeler que les revendications principales des centrales portent sur la révision de la grille salariale. Et justement, sur cette question, voici quelques explications fournies par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Octave Nkwe Broma. La synergie des travailleurs du Togo dans ses revendications soutient que les revalorisations successives du SMIC de 20 000 à 28 000 francs CFA, puis de 28 000 à 35 000, ont entraîné un manque à gagner de l'ordre de 280 points d'indice au détriment des cadres. Pour obtenir ce manque à gagner, la STT demande que la grille indiciaire actuelle soit redressée par une augmentation de 280 points. Cette revendication constitue un point de discorde entre le gouvernement et la STT. Le gouvernement a eu des rencontres avec les organisations syndicales et qui ont permis de clarifier ces différents points. Nous étions partis sur la base de 280 points d'indice comme élément principal de revendication. En cherchant à mieux cerner ce point, nous avons compris qu'en réalité c'était un malentendu, puisque les 280 points étaient obtenus sur la base d'une différence entre la catégorie C et D ancienne, c'est-à-dire 270 et 550. La différence donc de la catégorie C et D donnait 280 points. Et c'est sur cette base qu'on a voulu faire redressement pour permettre à toutes les autres catégories de pouvoir jouir de 280 points en plus. À l'analyse, et puisque ce redressement se fondait sur le SMIG, qui est donné pour le secteur privé essentiellement, à l'analyse, il a été reconnu que, en fait, il n'y avait pas une question de 280 points, puisque la différence dans le relèvement du SMIC, si nous prenons le premier relèvement du SMIC qui est parti de 13 000 et quelques à 28 000, et puis de 28 000 à 35 000, si nous prenons la différence de 13 000 à 35 000, ça ne donne pas 280 points. Si on convertit la différence en termes de francs CFA en indice, ça ne donne pas 280 points. Mais si nous prenons le cas précis des agents de l'État, des fonctionnaires, qui au moment du relèvement du premier SMIC étaient déjà à 19 000 et quelques, le plus petit salaire dans la fonction publique, était déjà à 19 000 et quelques, lorsque nous passons d'environ 20 000, disons, à 35 000, ça donne 15 000 francs CFA de différence. Si nous calculons cela en termes de points d'indice, ça nous ramène à 140 points d'indice et non à 280 points. Les 280 points, selon les organisations syndicales, résultent de la différence entre les indices initiaux des catégories D et C. Et c'est sur cette base qu'ils ont sollicité le redressement de la grille indexée sur les revalorisations successives du SMIG.
Mais le gouvernement se demande s'il y a un problème de redressement aujourd'hui en 2015. La réponse a été trouvée en réfléchissant ensemble et en allant dans l'examen des bulletins. Nous sommes rendus compte que, en fait, aujourd'hui, les écarts entre les différentes catégories ont été maintenus. Si vous prenez ce qui a été touché comme argent au niveau des salaires en janvier, vous retrouvez les mêmes écarts initiaux avec des indices différents, bien sûr, puisqu'il y a eu des augmentations. Vous retrouvez les mêmes écarts qu'avant. Donc il n'y a pas eu d'injustice liée à la grille en supposant que certains niveaux ont été écrasés. Le sens de la grille a été effectivement maintenu avec les différentes augmentations qui ont été faites. Le SMIC, qui a été augmenté de 28 000 à 35 000, en outre, est intervenu en 2012, bien après une des augmentations en termes de primes qui a été faite, qui a compté de janvier 2011, où les fonctionnaires, les CED ont eu 8 500 et les catégories A et 2 et B ont eu 6 500, portant déjà le salaire le plus bas de la fonction publique à 36 500. C'est après qu'il y a eu les 30 et 20 000 comme prime spéciale, ensuite intégré à la grille pour laquelle, puisqu'on avait convenu que ce soit un net, vous avez réclamé à juste titre que le complément des retraits vous soit versé, ce qui a été évalué à 909 millions. Et en plus de cela, pour 2015, il a été convenu que vous avez 6%, ce qui également a été déjà mis en œuvre et dès janvier, vous avez pu le constater sur vos bulletins. Le gouvernement veut bien examiner encore cette question. Au-delà de tout ce qui est fait en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, le gouvernement est toujours disposé à discuter pour une amélioration permanente du revenu des fonctionnaires. Le ministre Octave Nico Broum au micro de Christine Petiki Aloudé, et comme je le disais, les deux partis, gouvernement central syndical, étaient encore en discussion ce lundi. Le reportage de cette rencontre vous sera proposé dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition, donc merci de nous avoir suivis. À demain.